Super grave, l'émission qui est super et qui est grave. Oh yeah. Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle émission de Super Grave, disponible directement sur YouTube. Et ouais, on est dans le YouTube Game maintenant. Ouais, grâce à François Fillon. Ouais, Parce que tu te rappelles, c'est lui qui a ramené les internets. Et on se en fait France. comme lui un max de thunes. Eh, Hein, ouais. Ça n'arrête pas, Fun Coupons. Oh là là. On se gave, et donc vous le savez désormais, on est disponible directement en vidéo pour voir un petit peu nos têtes. Et vous voyez, comme la dernière fois, on est sapé de la même manière parce qu'on n'a pas les moyens On n'a pas finalement, d'hygiène. de changer de On n'a vêtements. pas d'hygiène, on est blindés, mais on n'a pas d'hygiène. Et d'ailleurs, vous pouvez acheter notre odeur en NFT. C'est vrai. En NFT, MTF, Ouais, je oui. sais plus. Ou en pourcentage de Bitcoin. En Bitcoin coin, si vous voulez. On va se faire des couilles en or. On Voilà. sent un peu le canard. Voilà. Donc vous le savez, désormais, on va essayer de revenir comme ça, de temps en temps, sur les films que l'on a vus. On discute comme des bons copains, voilà. On se déteste dans la vie. On se déteste. Je fais ça que pour l'émission. Pour l'argent, pour les bitcoins. Et les femmes, l'argent, le pouvoir. C'est les Si coins. vous avez vu Scarface, c'est notre but dans la vie. C'est les bites et les coins. Les bites et les coins quoi. Et donc du coup, voilà, on parle de plein de films. On sait pas ce qu'on a vu. On va digresser. On peut partir sur des débats, C'est tard. sur plein de choses. Il est 11h du matin. Et on est très fatigué. Et donc du coup, voilà, j'espère que ça va vous plaire. Et surtout, faites-nous vos retours. On tente des choses, encore une nouvelle formule. On va essayer de s'améliorer, de rester toujours un peu con, comme vous pouvez le noter. En disant de temps en temps, un truc un petit peu intéressant. Mais vraiment de temps en temps. Hein, voilà. Et donc on espère que ça va vous plaire. En tout cas, petite info avant de commencer. Nous serons présents donc le samedi 21 mai à partir de 19h30 à la piscine du Rhône pour animer un débat. Une brasse coulée. Johan vous fera un extrait en live de la 7ème compagnie. Ah, c'est comme ça qu'on nage, hein, pas comme ça, vous le savez très bien, chef Chaudard. Pour animer un débat, et on est sérieux, animer un débat quand même autour de la figure du monstre géant dans le cinéma. On va évoquer plein de choses avec les copains habituels, tout ça sous l'égide du festival Les Intergalactiques et de Julien Jalpouget et ses équipes, on pourrait dire. Merci à vous de nous inviter. Et après, on va présenter du coup Les Dents de la Mer dans une séance. Il est mort de rien, il est fatigué. Une séance en maillot de bain, vous verrez cet Adonis, ce magnifique Apollon en moule bite. Et vous pourrez ainsi vous baigner dans une eau à 34 degrés pour la modique somme d'une entrée en fait de la piscine. C'est pas du tout. 3,50€. Voilà, c'est pas très cher. Et vous pouvez aussi. Vous n'êtes pas obligé de vous baigner. Hein. Non, on Vous peut pouvez le voir aussi dans les aller gradins. Des gradins. Ça, c'est important de le dire. Et l'événement Sans qu'on a parle de se enfin baigner, ça lieu, fait chier. donc non, mais moi j'aime baigner. Moi, tu vas voir, j'aime baigner. Moi, Ouais, mais ça, je connais par cœur dans la mer. moi c'est pour te voir une. hein. Moi, c'est pas me baigner, moi, c'est pas la baignade. C'est la bite de la mer là qu'on va voir, le serpent de mer là. Bref, Moi, c'est pour les vous copains de verrez, mer. mais on le vend bien là. Je pense que les gens ils vont venir. Les gens vont venir. Donc venez, regardez les gens. Donc c'est le 21 mai à partir de 19h30. On vous espère nombreux et nombreuses. Et oui. Alors Johan, qu'est-ce que t'as vu de beau toi ces temps-ci? Visiblement t'as vu trop de bière. Non, mais non. Par rapport à toi, non. J'ai rien vu. J'ai vu un film que tu as vu aussi. Puisque c'est presque moi qui t'ai dit de le regarder. Mais moi j'écoute, hein, il me dit vois ça, hop, il m'appelle. J'ai 2 dit- minutes plus tard, hop, Il avait vu le film en entier, 2 minutes plus tard. Je lui ai dit, dis donc, j'ai vu un film, j'y croyais pas. Et en fait, vous allez voir le film. Accrochez-vous. ça s'appelle Barbac. De Fabrice De Eboué. Fabrice Eboué, c'est disponible en Un peu de VOD, partout, en Blu-ray, en DVD, machin. en kinétoscope, en tout ce que vous voulez. Donc Barbac, donc c'est l'histoire du personnage de Fabrice Eboué qui est bouché dans un petit village, une petite ville. Il s'appelle Paris. Hein. Ah bah Non, je crois que c'est Non. Paris. c'est à Paris. Ça me semble bien, oui. Enfin bref, peu importe. Bon, Ça change rien dans la truc. non mais peut-être en plus. Bon, bref. Je suis fatigué. Donc Barbac, donc il est bouché. Et avec sa femme jouée par Madame Lafeuille, ça se passe pas très bien. On sent que la boucherie marche pas très bien. Et puis il y a un événement au début du film. Il y a un groupe d'activistes véganes. Ça fait un peu penser à L254, non, c'est ça?
C'est pas du tout ça, mais oui, c'est... L627, le film de Bertrand Tavernier, non, c'est pas non, ça. ça doit être L254, tu sais, l'association... R2D2. Bon, allez, hop, ok. Voilà, qui vient, qui casse la vitrine, qui leur jette du sang de cochon, dessus, je sais pas quoi, du sang vegan dessus. Et donc, ça met très en colère Fabrice Eboué, qu'on attrape un, hop, qui le frappe un peu, puis du coup, qui se fait tabasser par les autres. Donc, très énervé, finalement, il part en bagnole, il est énervé, sa femme lui dit qu'elle l'aime pas. Elle se sépare maintenant. Ils se séparent. Ouais, qui veulent se séparer, et là, ils voient un cycliste passer, et il le reconnaît. C'est ça, hein. Ils vont dîner d'abord chez des amis bouchers qui seront des gros cons de droite. Qui sont des bouchers d'une chaîne. De la viande de merde. Tient une chaîne de boucherie voilà, qui vend de la viande en plastique. Et donc très énervé, voilà, ils s'engueulent, machin, et puis ils se font doubler par un vélo. Et ils le reconnaissent. Ils le reconnaissent, c'est le mec, un des mecs qui les a agressés, celui auquel il était arrivé à enlever le masque, et il lui roule dessus, quoi. Mais par inadvertance, il veut lui faire un peu peur au début, tout ça, et puis il y a un accident. Il veut pas le tuer au début. Oui, après il lui roule dessus quand même. Oui, bref. Voilà. Il y a des bas. Donc ça part là-dessus, et donc la question c'est qu'est-ce qu'on fait du cadavre? Et donc ils le foutent dans la voiture, ils savent pas trop, ils vont se coucher. Marina Foïs, comme tous les soirs, regarde Faites entrer l'accusé. Avec Christophe Ondelat. Le vrai Christophe Ondelat est dedans. Représente Johan Orzulik, puisque c'est la star de Johan Orzulik, hein, Christophe Ondelat. Je t'arrête tout de suite, mets un petit extrait tout de suite du Dr House. Qui a dit, y a qu'à laisser ce petit con mourir, ça fera une bouche de moins à nourrir. Qui a dit, on peut bien lui couper la jambe, elle a déjà un pied dans la tombe. Dr House, Dr House, Dr House, c'est pas Mickey Mouse. Après cette magnifique aparté musical, donc pendant qu'elle regarde ça et puis qu'elle s'endort, Marina Foïs, il se dit le plus simple c'est peut-être que je le débite en morceaux, que j'en fasse du jambon, de la viande et puis que je le jette dans les poubelles des invendus. Le problème c'est qu'il fait ça jusqu'à 5h du mat et que donc il dort au moment de l'ouverture de la boucherie et que Marina Foïs sert du jambon de vegan à une cliente et qu'il s'avère qu'il est délicieux. Elle en redemande, du coup elle goûte elle-même, Marina Foïs, et elle trouve ça vraiment très très bon. Et il sait pas trop comment vendre ça, et il appelle ça le porc d'Iran. Le porc d'Iran. C'est du porc d'Iran. C'est du porc d'Iran. Donc là on vous a résumé le début. Petit quart d'heure du début. Voilà. Donc voilà, ça part sur ce pitch-là. Ça peut totalement être le truc qui reste à l'état de bonne idée de court-métrage, en vrai. Ça aurait pu être ça. Moi je m'attendais clairement à un truc, j'ai une bonne idée. Ou bien une sorte de ressucé un peu des bouchées verts, ce film avec Matt Mikkelsen, là. Ah ouais, oui, j'avais pas du tout pensé, mais ouais, c'est pas mal d'ailleurs ça aussi. Oui, c'est sympa. Ouais. Mais en France, c'est déjà plus inédit. Ouais. Mais ouais. Et en fait, pas du tout. Moi j'ai trouvé que ça marchait super bien, c'était très drôle. T'en parleras, moi j'ai pas vu ces films précédents. Je les ai tous vus. Yeah. À Fabrice Eboué. J'ai trouvé... C'était assez bien foutu, il se moque un petit peu, c'est un peu filmé de manière arty, faussement réaliste, tu sais, mais c'est un peu, tu sais, tu sens qu'il y a un décalage, qui se moque un peu lui-même avec cette mise en scène faussement arty. Mais j'ai trouvé que c'était finalement une vraie chronique sur un couple qui se désagrège et qui essaie de retrouver le goût à la vie. Le goût à la vie, c'est un peu, comme tu t'aimes bien dire, une comédie de remariage. Oui, c'est vrai. Oui, j'ai même pas pensé à ça, c'est vrai. On est presque chez Billy Wilder, et d'ailleurs le titre anglais s'appelle Certains l'aiment bleu, en gros. Ouais. Très très bon. C'est le meilleur titre que Barbac, je trouve. Ouais, c'est très bien. Mais le film est très bien, il passe par plein de trucs. Il y a un côté humour, gore, il y a un côté très Fabrice Eboué, très trash dans les vannes. Parce que Fabrice Eboué, moi j'ai pas vu ses films précédents, mais je le connais un petit peu comme comique. Je dirai après ce que j'en pense. Il est très trash, donc je trouve que ça marche assez bien. J'ai trouvé ça. Moi, je me suis quand même fendu la poire. Après, c'est comme tout. Quand on attend beaucoup d'un film, on est facilement déçu. Quand on attend rien, et c'était mon cas, du coup, on est plus facilement surpris positivement. Le film n'évite pas un nombre incroyable de facilités. Mais moi, je me suis marré.
Et toi? Ah, moi, ça m'a fait beaucoup rire. Ouais. J'aime beaucoup Fabrice Eboué, qui est une sorte de Dieudo en réussi, finalement. En pas antisémite, c'est ça. Déjà ça. Je ne sais pas le dire. Mais moi, j'aime bien ce qu'il fait. J'avais beaucoup aimé Casse Départ avec son comparse. Au début, ils ont commencé ensemble, avec Eddie Jol, qui est beaucoup moins fin que lui, qui a fait des merdes après, comme Fast Life, des films habitables, quoi. Et leur deuxième film, Le Crocodile du Botswana, était pas mal, mais était beaucoup moins bien. Il nous est revenu avec Coexister, qui était... Mais ça, tu m'as dit que c'était mieux que le premier, déjà. Je préfère même à Barbac. Je trouve que c'est son meilleur film, Coexister, qui est plus, on va dire, dans la mise en scène, dans la veine des comédies françaises, qui est moins recherché que Barbac, qui est peut-être son film le mieux... c'est pas non plus Citizen Kane, on va pas déconner, mais qui a un peu plus de velléité, quand même des idées dans les choix des musiques, qui sont très, très drôles, par exemple. Dans un sens du cadre. Il y a un sens du cadre assez arty, mais qui est, je trouve, assez second degré. Ouais. C'est vrai. Et Coexister, pour moi, c'est le plus drôle. C'était une idée assez drôle de faire une sorte de... C'est les prêtres, ce groupe à la con, là. Oui, qui a vraiment existé, mais là... Qui a cartonné. Œcuménique, là. Donc il y a un prêtre, un rabbin et un imam. Et faut voir le film, moi il m'avait fait hurler de rire, rien que d'y penser ça me marre. Et ce que j'aime chez Fabrice Eboué, et c'est le cas dans Barbac, c'est ce côté je n'ai peur de rien, on n'arrête pas de dire on peut plus rien dire. Bah si on peut dire des choses, il suffit de les dire et de les faire, et je trouve qu'Eboué il les fait. Et il recule devant rien, il y a un gag qui m'a fait hurler de rire, c'est leur premier meurtre vraiment quand ils décident que c'est tellement bon et qu'il y a de la demande, bah, on va en tuer un pour de vrai. Ouais. Il va donc. Oui, il va avec la machette pour dézinguer. En plus, il les choisit, ça, plus ou moins gros. La viande doit être persillée. Enfin, ça va très loin quand même. Faut qu'il l'agresse, mais un peu de muscle, mais machin. Qu'il les sélectionne. En fait, Eboué est fou de viande. C'est un vrai viandard, mais qui aime vraiment ça. C'est-à-dire, il veut vraiment vous donner de la bonne. L'idée, c'est que le vegan est meilleur. Il suppose que le vegan est meilleur à manger que le non-vegan. Il faut qu'il soit massé comme les bœufs de Kobe. Ça va très très. En fait, le concept est vraiment épuisé jusqu'au bout. C'est ça qui est génial en fait dans le film. Et donc, il va pour tuer le premier mec. Et il a peur parce que c'est son premier meurtre et tout. Et le gars, il se retourne. C'est son premier meurtre volontaire. Oui, volontaire. Et le gars, il se retourne et tout. Et là, il fait Allah Akbar. Il part dans la rue avec sa machette. Et il le tue pas. Et il n'arrête pas de dire Allah Akbar. Je fais, mais qui c'est qui ose faire des vannes comme ça aujourd'hui? Et ça passe et c'est drôle. Parce que voilà, c'est ça en fait. Et ce qui me plaît chez lui, et dans ma bouche, c'est un sacré compliment. Parce que j'adorerais ce mec et que c'est dommage qu'il soit plus là. En fait, Eboué, c'est le nouveau Jean-Yann. Et il y en a plus des mecs. C'est vrai qu'il y a un gros côté Jean-Yann. Il y a plus de mecs comme ça, c'est-à-dire des mecs sarcastiques, quelque part un peu bêtes et méchants, mais du coup ça devient intelligent. Ou cet esprit harakiri qui me manque, mais ça fait un bien fou. Mais moi en plus j'ai trouvé le film assez équilibré au-delà de ça. Moi, il y avait un petit truc qui m'inquiétait. Alors je suis pas vegan, mais bon, alors que moi aussi ça se voit. Je suis quelqu'un qui aime bien respecter les convictions de chacun. Et j'avais un petit peu peur que ça soit un film anti-vegan qui passe 1h30 à se foutre de la gueule des véganes. En fait, pas du tout. C'est d'ailleurs plus un film qui se moque des viandards que des véganes. Un peu tout le monde. Ça se moque un peu des deux, mais dans le fond, ça moque plus le comportement extrémiste que ça soit des véganes ou des viandards. Ça se moque un peu de ça. Mais j'ai trouvé Maria Foïs formidable. Aussi parce qu'il faut quand même le jouer son personnage. C'est vraiment en plus la mauvaise fée, c'est-à-dire en fait c'est elle qui dès le début en fait est fascinée par les faits divers qui sont par ailleurs très drôles. On voit Ondeleb qui dit moi j'adore ça aussi. Je m'en tape beaucoup. Ah oui, je connais très mal mais j'en vois énormément. Ça existe toujours, ça existe plus non? Si c'est repris par d'autres sur RMC Découverte. Donc toi je suis vraiment j'adore ces trucs les faits divers tout ça, j'écoute des podcasts tout ça. Mais il parodie très bien en plus ce type, c'est-à-dire le moulineur de Ménilmontant. Le plus drôle c'est il avait une maladie du sang enfant qui l'a du coup obligé à fréquenter les hôpitaux et il a vu du coup beaucoup de clowns pour les enfants pour l'aider mentalement. Il en a tué 37 du coup par vengeance. Enfin, ça parodie très bien en fait cette mentalité. Ils s'appellent tous en plus avec de doubles prénoms. Tu sais, comme Guy-Georges et Louis, ils ont tous des noms comme ça. Et sont tous définis par le lieu où ils sont. Oui, c'est ça. Tous l'étrangleur de machin. Le désannusseur de Lyon, comme il disait les Guignols. Ouais, non, mais c'est tout. Mais... Donc, il comprend très bien en fait ce format télévisuel, je crois. Bah, ça, oui. Ça, c'est la partie qui m'inquiétait le moins, je t'avoue. Non, mais si, il montre bien l'endoctrinement en fait, de ces trucs, parce qu'elle est vraiment poussée par ça. Elle veut devenir. Enfin, elle a
elle a un rapport de classe aussi, Ouais. par rapport à ses amis, de jalousie, qui réussissent, etc. Là où eux, ils essayent de faire des bonnes choses, enfin, de bien nourrir les gens, ils réussissent rien. Et il y a ce rapport de jalousie, et c'est la mauvaise fée, enfin, c'est elle qui a pas de dire vas-y. Mais- Alors que lui, il est quand même. Il est un peu Mais mieux. Il y a deux trucs. Bon, déjà, c'est pas un film fin. Non. Mais c'est aussi pour ça qu'il est Mais c'est une plaisant. comédie, une vraie comédie. En fait. C'est qu'il y a des films qui doivent être subtils. C'est vrai. Et il y a des films qui ne doivent pas l'être. Et celui-là, il n'est pas subtil et ça marche très bien. Et puis, il y a un autre truc, Eboué, qui est donc réalisateur de son film et qui a le premier rôle avec Marina Foïs. Ce truc que j'aime bien, c'est qu'il fait comme Eric Judor, qui a fait des très mauvais films aussi, mais qui a fait des trucs très bien. Il arrive à se donner un rôle antipathique, à se donner un vrai rôle antipathique, où il ne se rachète pas. Et moi, j'aime bien cette idée que tu sais, je trouve que Eric Judor le fait très très bien. Il a toujours des rôles de minable. Et là, c'est un peu ça. C'est un rôle qui ressemble. C'est un Oui, minable. mais il y a un côté quand même. En fait, là où ça passe plus chez Eric Judor, je suis pas très fan de Judor, c'est un côté enfant. Un côté très innocent, quelque part très enfantin. Tu vois, alors que. Ça dépend lesquels. Hein, si tu regardes celui, tu sais, où c'est une communauté. Là, Problemos. Problemos. Tout le monde m'en parle, mais ça me fait pas envie. Moi. Ah, Problemos, ça a ses défauts, mais c'est marrant. Avec Blanche Gardin aussi. Ouais. Mais donc pour revenir sur Eboué, moi, et on l'évoquait dans la précédente émission, en fait, on préparait un peu le terrain pour celui-là, sur Aline, etc., dans les gros films populaires, je trouve qu'il y a vraiment des belles tentatives. Et là, c'est une belle tentative. C'est un film qui en gros, qui vise un peu le public, on va dire, je sais pas, des ch'tis ou des films de Franck Dubosc, etc. Je sais pas, t'es sûr? Un peu, moi, je pense un peu quand même. Tu crois pas qu'il a été vendu sur une version un peu c'est plus arty? populaire. D'ailleurs, je suis pas sûr que ça a très bien marché, Barbacane. Non, je pense pas. Non, je Je pense qu'il a dû avoir du mal à trouver son public. Mais il y a quand même des stars, enfin, Oui. c'est bankable entre guillemets, coexister avait bien marché, enfin, et Marina Foïs, elle est connue. Mais je trouve qu'en tout cas, de livrer aux gens un vrai film qui est certes drôle, mais il est quand même gore. Et j'ai jamais vu ça dans un truc entre guillemets. On a vu des trucs gore en France dans les films de genre. Il y a presque même une scène d'action gore à la fin C'est vrai. qui est plutôt réussie quand même. Non, mais il y a des vraies tentatives. Enfin, il coupe la bite du mec. Enfin, vous voyez la bite en fait, et puis il la donne au clébard. Enfin, avant, il fait pas une bif, la Marina Foïs, avec la bite. Je sais pas Non, quoi. mais- Enfin, il y a un truc. Non, mais ça va très très loin. Hein. Franchement, ça va très très loin. Et il y a surtout cette idée jusqu'au boutiste. C'est-à-dire, en fait, comme ils adorent la viande, ils se disent en fait, le veau, c'est quand même ce qu'il y a de mieux. Et là, ils commencent en fait Regardez les enfants. à regarder les enfants en train de bouffer des glaces, etc. Et enfin, c'est très très drôle. Il faut jouer avec des tabous absolus, il y a le cannibalisme, mais en plus bouffer les enfants. Enfin. Et il a pas peur. Non, Et je trouve que c'est ça qui me plaît chez lui. Il a jamais peur. Il n'a pas à s'excuser, il n'a pas à se justifier. C'est un comique. On a le droit de tout faire, on a le droit de tout dire, sans se prendre de gifles, puisque visiblement c'est à la mode. Mais voilà. Donc moi ça m'a plu pour tout ça. Et puis c'est drôle. Ouais, mais c'est ça. C'est drôle. Qu'est-ce que vous voulez dire de plus? Faut passer un bon moment de comédie. C'est rapide en plus, 1h25, c'est tout ce qu'on aime. Moi j'en ai marre des films longs. J'en ai marre. On fait des émissions longues, on fait des Ouais, émissions c'est vrai. courtes. Vous pouvez glisser 3 films dans nos émissions. Vous pouvez en avoir 3. Bon, qu'est-ce que tu as vu d'autre? Tiens, je te laisse un peu la parole. Alors, je vais vous parler. La parole est à l'accusé. Je vais vous parler de Deliver Us from Evil, mais pas le film de Scott Derrickson, que j'ai d'ailleurs vu il n'y a pas très longtemps. Ce que j'allais dire, c'est celui-là, t'en as parlé sur J'en ai parlé il y a pas très longtemps sur Twitter. J'ai même pas trouvé ça si nul que ça. C'était très con, mais avec quelques moments réussis. Je vais vous parler d'un autre, un film coréen qui est sorti en 2020 et malheureusement, enfin, j'utilise mon téléphone pour. C'est Parasite. Donc, il y a un film coréen qui s'appelle Deliver Us from Evil, pareil. T'es sûr, un mec qui fait Deliveroo et. Ouais, voilà, meuble là, pendant que je cherche le nom du réalisateur. Bah, c'est un film coréen qui date donc de 2020. 2020. Je ne sais pas du tout. Et donc c'est réalisé par Hong Wan-chan, donc qui est pas un réalisateur connu. Il avait fait un autre film avant que je n'ai pas vu, on va pas se mentir. Tu le vends bien déjà. On ne mais- connaît pas et puis t'as pas vu. Mais c'est le scénariste de The Chaser. Ah oui. Voilà, ça pose un peu le bonhomme. Alors donc, c'est l'histoire ultra classique. Vous l'avez déjà vu, ce film. L'histoire, vous l'avez déjà vu dans 100 000 films. C'est l'histoire d'un tueur à gages qui prend sa retraite, tueur très méthodique, avec le costume, machin, hein, qui fait très bien les choses, qui prend sa retraite, qui donc décide de partir en Amérique du Sud.
Et il a un coup de fil quelques heures, quelques jours avant le départ pour lui dire que une nana avec qui on suppose il a été en couple il y a quelques années est en Thaïlande, qu'elle a été enlevée et que sa fille a été enlevée. Donc on comprend tout de suite que la fille c'est aussi la sienne, qu'il l'a jamais connue, mais que c'est lui son père, en tout cas son géniteur. Donc ce rôle-là, il est joué par Wang Jun-min, qui joue dans... vous avez dû le voir dans The Stranger. Très bon film. Exceptionnel film d'horreur. Je l'avais vu à Cannes. Exceptionnel. Si vous devez voir un film... Enfin, je suis pas le plus grand spécialiste du film d'horreur, encore moins du K-horror, mais... Ouais, là, on est plus dans un côté trans, presque un exorciste. Exceptionnel pour moi. À la Fredkin, un peu. Ouais. Voilà. Donc, vous l'avez vu là-dedans. Et simplement, quand il arrive en Thaïlande, donc il se rend compte que la dame est morte, mais qu'il va peut-être pouvoir sauver la petite fille, il est poursuivi. Donc, il va traîner au milieu de trafic d'enfants et tout, mais il est poursuivi par un tueur coréen, le frère du dernier contrat qu'il a exécuté, qui lui est joué par Lee Jong-jae, que vous avez vu dans... vous, tu les inventes. que vous avez vu dans Squid Game. Si vous avez vu Squid Game, j'ai pas vu Squid Game. J'ai vu 2 épisodes et puis après j'ai plus internet, donc... Et New World aussi, d'ailleurs ils étaient tous les deux dans New World, enfin bref, qui est un sacré acteur lui aussi, et qui lui... Donc on pourrait penser qu'on est face à un miroir, vous savez, 2 tueurs qui se pourchassent, il y a eu plein de films comme ça, et là ça joue sur... C'est souvent soit c'est les mêmes, et l'un est le miroir de l'autre, soit à l'inverse, vous avez 2 versions totalement différentes. Donc là, on a 2 versions totalement différentes. On a la version hyper organisée, hyper sérieuse, qui cherche une rédemption en essayant de sauver cet enfant. C'est très classique. Et face à lui, vous avez l'autre qui s'appelle Ray, qui est un tueur fantasque, qui est habillé avec une chemise zébrée un peu ridicule, qui est plein de tatouages, du gel. Le kéké. Voilà. Et qu'on fait un peu, mais qui surjoue pas. Il en fait pas mal, mais il surjoue pas, il est assez juste. Et donc, sur ce truc assez classique et parfois un peu cliché sur ce qu'est la Thaïlande, la photographie un peu jaune, les transsexuels, le trafic d'enfants. Bon, c'est certainement une part de vérité, mais on va dire que c'est un peu cliché là-dessus. Mais par contre, le film est sacrément bien foutu en termes de mise en scène, sans révolutionner la chose. On a un vrai sens de la mise en scène de l'action, avec un montage parfois un peu brouillon, mais avec une vraie... C'est le truc très coréen qui marche assez bien, c'est cette manière, la caméra portée, mais très lisible. Tu sais, dans des espaces assez étriqués, mais ils trouvent toujours une solution pour que ça soit très lisible quand même, pour que ça soit du coup très dynamique, parce que c'est vrai que la caméra portée, c'est très dynamique, on est d'accord. Le problème, c'est par exemple chez Greengrass ou d'autres, juste on comprend pas ce qui se passe, on voit pas. Quand on voit pas, on a plus de mal à créer une catharsis avec les personnages, on ne comprend pas. Il faut être McTee, ouais, ou bien Spielberg ou Stewart pour bien la maintenir, quoi. C'est compliqué, et là, il y a quelques petits trucs qui clochent. C'est le rapport à l'espace, le problème. Mais ça marche très bien, parce qu'il a cette manière aussi dans chacune de ses scènes d'action de présenter l'espace avant. Truc que c'est vachement bien à McTiernan, moi je trouvais. Tu sais, tu as toujours... Le côté 3D. Le côté avant la scène d'action, de manière très efficace, tac, tac, tac. De comprendre où on est. L'espace est montré, tu sais comment ça va se jouer, tu sais machin. Oui, c'est presque un côté presque jeu vidéo en fait. Voici les règles entre guillemets. Ouais, tac, 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 la scène d'action. Et là, il le fait, il reprend en plus des scènes d'action assez classiques. Il refait une scène d'action dans un ascenseur. Qu'on a vu dans on a vu chez McTiernan, qu'on a vu dans plein de trucs. C'est toujours très difficile. C'est très difficile les espaces clos. On voit par exemple dans Captain America 2, qui est peut-être un des moins mauvais, des mauvais. Marvel, c'est un des moins mauvais. Il y a une scène d'action dans un ascenseur. L'ascenseur fait 20 mètres carrés. J'ai jamais vu ça. Et même comme ça, ils sont en galère à la filmer, les frères Russo. Même comme ça, ils sont en galère. Après, la chorégraphie est bonne. Donc bref, il fait un très bon truc. Il y en a une pareille dans des escaliers qu'on a déjà vu, mais c'est très très bien foutu. Tout ça est très bien enrobé, ça arrive à être un western assez beau, donc ça se combat à la main, ça se tire dessus. Je sais que la Thaïlande, je pense que ça coûte pas cher à tourner. C'est pas cher. Quand tu leur dis, non mais c'est vrai, tous les films d'action ils se font en Thaïlande quand t'as pas trop de sous. Quand tu veux faire exploser un truc, ils disent oui bien sûr. Donc ça fait tout péter, ça se tire dessus au lance-roquettes, ça se balance des grenades, ça fait tout péter au milieu des rues. Ça c'est l'Ukraine. Oui, voilà. Pardon. C'est pas trop cher. Je crois que le prix de l'immobilier a baissé là-bas. Les Steven Seagaleries, du coup, vont être beaucoup plus durs à tourner. C'était en Bulgarie, je plus, non Ah oui, Bulgarie aussi. J'y suis allé, ouais, pas mal. Et non, du coup, c'est vachement bien foutu.
c'est très bien joué. C'est très bien joué, c'est très bien foutu. Et honnêtement... En fait, c'est ludique. Ouais, et honnêtement, il y a un truc, c'est aussi très sérieux. Et du coup, parce que c'est très sérieux, c'est très premier degré, ça devient d'une certaine manière assez fun. Pas fun, on rigole, mais fun, on se dit, ah ouais, c'est inventif, ah ouais, où est-ce qu'il va aller, comment il va s'en sortir, machin. Et c'est un peu toute cette série, finalement, même si ça existait bien avant, mais de la John Wick Exploitation, c'est quand même bien mieux que John Wick, même si moi j'aime bien John Wick 2. C'est le seul que j'aime bien, les 3, mais là. Moi, c'est le premier. Ouais, je l'ai revu, en fait, il est pas si mal le premier, mais ouais, je préfère l'autre. Mais il est pas très bien, globalement. Nobody, c'est mieux. C'est pas très bien quand même non plus. Mais voilà, c'est bien foutu, on y croit. Le truc, le film fait pareil 1h30, parce que John Wick 3, ça fait 4 heures. Là, dont 1h50 de chiens qui sautent sur des gens. Oui, mais t'as Marc Dacascos à la fin, t'aimes bien. J'adore Marc Dacascos. Je te connais. Alors, je bifurque une seconde sur John Wick 3. Tant que tu me bifles pas. Voilà. John Wick 3, le final de John Wick 3, combat entre Keanu Reeves et Marc Dacascos. Moi, j'aime beaucoup Marc Dacascos, il faut le reconnaître. En mode Kagemusha. En mode Kagemusha, il y a un hommage à Kagemusha dans la pièce ressemble aux phases de rêve de Kagemusha. Il y a même dans le fond, il y a même une armure dans une vitrine, comme l'armure de une armure de samouraï comme dans Kagemusha. Il y a cette référence qui est posée, qui pourrait, en plus au vu de ce qu'est John Wick, avoir du sens, mais elle n'est jamais utilisée. Et en plus, il a Marc Dacascos, mais d'ailleurs, juste avant ça, il a je sais plus leur nom, deux artistes martiaux malaisiens formidables aussi, qu'il n'utilise pas du tout à bon escient. Et là, Marc Dacascos, il n'utilise pas du tout à bon escient. C'est encore un mec qui a 58 ou 59 ans, qui est capable de faire des trucs incroyables avec son corps. Et là, qu'on voit envoyer 2 coups de pied et se couper un ongle avec son sabre. Marc Dacascos surjoue très bien dans le film, il est très drôle en méchant qui surjoue. Mais il lui sort une scène d'action pétée du cul, alors que c'est censé être le final du film. Je ne m'en rappelle même plus, et je l'ai vu il n'y a pas si longtemps que ça, quand John Wick 3. C'est imbitable. C'est assez pété, surtout quand tu as vu le 1, surtout quand tu as vu le 2, et qu'en fait tu dis waouh, en fait c'est le 3, c'est toujours la même chose, les scènes d'action sont toujours les mêmes, sont toujours aussi répétitives. C'est exactement ça. Et tu évolues de scène d'action en scène d'action. Je sais pas, tu peux faire des scènes d'action, tu peux faire une scène d'action en moto, tu peux faire une scène d'action en moto. Mais il y en a une. Tu peux faire, oui, mais c'est toujours les mêmes trucs. Il y en a une en moto, d'ailleurs en moto en plus ça a amusé les gens qui avaient vu The Villainess, film coréen, j'ai pas le nom du réalisateur, où ils ont, à ce niveau-là, c'est pas un hommage, il y a un plagiat monstrueux dans John Wick 3. Je sais pas, tu prends l'émission Impossible, ça propose toute la gamme, alors que j'ai l'impression que dans John Wick, c'est toujours la même chose, c'est toujours le même style de baston. Je te fais une prise de jujitsu, je te tire dessus, je te fais une prise de jujitsu, je te tire dessus, et dans le 3, ils ont rajouté des chiens. Oui, c'est vrai. Prise de jujitsu, je te tire dessus, le chien te mord, et ça recommence. Et il faut que marcher, ils vont d'un point A à un point B, le scénario c'est alambiqué puissance 10, bref. C'est nul. Deliver Us from Evil, c'est plutôt un actionneur agréable à regarder, c'est pas un chef-d'œuvre, mais voilà. Et c'est sorti en Blu-ray. Toujours chez Spectrum. On peut le trouver facilement. C'est sorti le 29 mars chez Spectrum. Rappelons que nous avons des actions chez Spectrum. Toi chez Spectrum, moi chez Make My Day, donc avec Jean-Baptiste Torret, chez Studio Canal+. Donc si vous pouvez nous enfiler des gratos. Oui. Toute la pub qu'on vous. Je parle pas de Torret cette semaine. Ok. Il n'y a pas de Torret. Alors toi, qu'est-ce que tu as vu de sympatoche? Là, je vais te trouver le cul. Un truc sur Disney+. Voilà, j'ai trahi mes... Ah, je sais. J'ai trahi mes plus belles convictions, c'est grâce... Moi, je dis tout. T'as la série que n'a pas regardé Adil Rami. Ah oui, je vais comprendre la vanne. Ah oui, bien vu. Vanne voici. Parce que c'est sur un footballeur, donc du coup, la série... Non, c'est pas Ted Lasso. Non, du coup, c'est pas mes Tommy sur Disney+, parce que j'ai les codes gratos. Voilà, c'est ça la vérité. C'est la vérité. La vérité, j'ai pas payé. Donc, du coup, moi, j'ai Netflix, j'ai pas payé. Je finance pas le capitalisme Disney. Voilà, c'est pas moi. C'est pas moi. Je suis un parasite. Voilà. Et donc, du coup, j'ai vu cette série. C'est vrai. On en revient toujours à Bong, Maître Bong. Et donc, du coup, j'étais sur le cul. J'ai trouvé ça vraiment super bien. Donc, c'est réalisé par Craig Gillespie, pardon. Il picole. Oui. Non, mais tu vois qui c'est ou pas? C'est lui qui avait fait Moitonia avec Margot Robbie et qui avait fait Cruella pour Disney. Il n'y a que des prénoms dans ce film. Oui, c'est pas faux, pas Tommy. Il avait fait un truc, j'ai pas vu, qui s'appelle Physical aussi pour Apple. C'est pas un prénom. Non, ça marche pas. Pourtant, personne l'a vu, on ne connaît pas. Avec Rose Byrne, mais là, il nous revient avec un truc produit. T'as dit comment?
Comment il s'appelle? J'ai oublié. Craig Gillespie. King. Quoi, King et quoi? Gillespie King. Oh putain, elle est vraiment à chier, je la comprends même pas, sa vanne. Ah, mais vraiment, il a trop bu. Hein. Ah, mais retire-lui sa bière qu'il a pas, quoi. Non, mais sérieusement. Et si je dis pas de bêtises, c'est donc du coup produit par Rogen et donc son comparse Evan Goldberg, Ouais. qui font beaucoup de séries, The Boys, etc. pour Amazon. Et donc, bon, avec du coup, le casting est assez étonnant. Donc, on retrouve Rogen, on retrouve du coup Lily James, l'actrice de Baby Driver, qui joue Pamela Anderson, qui lui ressemble absolument pas dans la vie et dans le film. Enfin, J'ai juste vu des photos et j'ai trouvé qu'elle lui ressemblait pas, mais qu'elle dégageait un truc de semblable. c'est troublant. Non, mais je trouve ça très troublant. En fait, je veux dire la vérité, le seul truc qui pouvait la pas, c'est les seins. Toi, tu crois pas une seconde. Parce que Pamela Anderson, je suis désolé, mais c'est ça, quoi. Elle était connue pour ça, oui. Et donc, il y a, je sais pas son nom, Sebastian Stan, c'est ça l'acteur des Marveleries, là, du soldat. Oui, alors est-ce qu'il arrive à avoir des émotions? Et ben là, il est très bon. Il est très très bon. Alors, c'est peut-être les films alors que dans lesquels il joue qui sont pas bons. Bah là, il joue pas lui qui est pas bon. Il joue Tommy Lee. Oui, mais j'imagine bien. Alors, du coup, l'histoire, en fait, c'est très simple. En fait, ça tourne autour de la fameuse sextape. Une cassette vidéo pour les gens qui sont nés après 2000, utilisez Wikipédia. Vous pouvez la trouver assez facilement, vous pouvez la voir. D'ailleurs, nous avons un extrait. Non, on peut pas là. C'est sur YouTube. Non, mais surtout, vous savez même pas ce que c'est qu'une cassette vidéo, c'est ça. Non, mais c'est très intéressant parce que je vais revenir après, c'est un peu tout ça en fait. Donc ça revient sur donc, cette sextape qui a fait tant de bruit à l'époque où il n'y avait pas justement encore l'internet qu'on connaît aujourd'hui, on n'avait pas l'accès à la pornographie comme aujourd'hui, où Pamela Anderson du coup et Tommy Lee s'adonnent à des ébats sexuels sur un bateau, plus ou moins en mode vraiment très très amoureux. Hein, voilà. La plupart des gens, je pense, ont vu cette image. Hein, tu l'as vu toi ou pas? Moi je l'ai vu, j'ai vu la vidéo. Bon, non, mais c'est pourtant de l'art. Bref. Oui, non, pourquoi why not? On verra. Et bref, en fait, l'idée de la série part de ça. Tu dis quel est l'intérêt de faire une série sur ça. Et ce qui est très intéressant, en fait, et ça peut te plaire justement pour ça, c'est déjà un côté très prolétaire. C'est-à-dire, en fait, que la série démarre sur le personnage de Seth Rogen, qui est un menuisier, qui vient du pop, qui est un travailleur américain, qui travaille, en fait, dans la maison de Tommy Lee, qui veut faire une sorte de nid d'amour. Il vient donc d'épouser Pamela Anderson. On a à peu près en 95, 96, je ne dis pas de bêtises, dans la série. François Fillon n'avait pas encore inventé Internet. Non, mais il avait déjà des pompes à gland. Et une reste sur le côté. Pareil, les jeunes ne connaissent pas François Fillon. Et ça démarre en fait sur ce personnage qui se fait littéralement maltraiter par Tommy Lee, en fait, qui est imbuvable, qui veut pas le payer parce qu'il il a des lubies. Le gars, en fait, il te dit je veux faire le lit en fait à gauche, et puis finalement les mecs qui travaillent pendant 3 semaines dessus, et en fait il dit je le veux à droite finalement, un lit en bois. Oui, un connard. Et voilà, en plus, et en fait le problème aussi c'est les matériaux, en fait. Enfin tu sais, ça coûte de l'argent en fait pour les artisans en fait que de débourser en fait. C'est quoi, c'est un musicien dans Tommy Lee, c'était le batteur de Motley Crue. De quoi? De Motley Crue. Ah ouais. Très bon, j'écoute du rap. Je te conseille The Dirt sur Netflix, qui est une sorte de biopic sur le groupe. On voit aussi Ozzy Osbourne qui débarque. C'est pas bien réalisé, mais c'est fondant. Bref. Et donc c'est un vrai connard. En plus, le truc, c'est qu'il lui pique ses outils. Il lui rend pas ses outils. Donc techniquement, en fait, il lui vole en plus son outil de travail. Donc il ne peut plus travailler parce que c'est un gros connard riche et que lui, forcément, c'est un pauvre. Donc il est débile. Et en plus, il a cette mentalité, cette Rogen très spirituelle. Il s'intéresse aux religions. Il est un peu théologien, un peu à ses heures en mode amateur. Et il se dit, c'est pas possible, il va avoir un retour de karma. Ouais. Il y a un retour de karma, c'est vrai que c'est tellement un fils de pute, il faut que... Et ça monte, et il se dit, je vais lui voler, je vais le voler. Tu vois. Il sait qu'il a un coffre-fort, en fait, dans la baraque. Il pique le coffre-fort et il découvre à l'intérieur cette fameuse cassette. Et là, il se dit, bingo. Et il se dit, je vais aller voir l'industrie du porno, je vais essayer de vendre, en fait, la cassette. Le seul problème, c'est les droits. Il n'a pas les droits, en fait. Et en fait, quitte à les niquer, on va tous les niquer, on va casser toutes les règles et tous les codes, en fait. On va mettre ça directement sur Internet, où Internet, c'était vraiment les balbutiements, en fait. Et il y a un côté presque... Ah d'accord, je savais pas. Donc c'est sorti sur Internet, ce truc-là, dans la fin des années 90, quoi. Mais à travers un site, en fait, qui te mettait vers un lien pour te vendre la cassette vidéo. Et donc il commence à faire un peu son beurre là-dessus. Et ils vendent des cassettes, ouais. D'autant plus qu'en fait, cette Rogen, tu comprends qu'il a un passif aussi dans le porno.
et des amitiés dans le porno, mais en tout cas il arrive à casser même le système même du porno en ne suivant pas les règles, c'est-à-dire on balance ça sur internet. Et c'est ça qui est très intéressant, c'est un peu comme The Social Network, c'est-à-dire en fait la vraie revanche des pauvres en fait. C'est une revanche des pauvres en fait cette série au début. Elle passe en fait par maintenant il n'y a plus de règles. On va les créer nos propres règles. C'est le Far West maintenant. Ouais, c'est aussi une réflexion sur ce que sont les États-Unis, du coup. Sur le capitalisme sauvage. En fait, ça parle de ça aussi. Et lui-même va se faire baiser la gueule, Seth Rogen. Par d'autres pontes du porno qui vont récupérer. La cassette. Et ce qui est très très beau en fait dans la série, et c'est là où ça devient. C'est ça qui est dingue. Enfin, c'est ridicule à la base en fait. C'est une série sur une sextape. En fait. Et ça devient presque biblique. Parce qu'il y a un truc qu'il n'a pas compris en fait, Seth Rogen, qui est un personnage plutôt bon en fait. Mais c'est aussi un connard de la même manière que Tommy Lee, qui lui va devenir de plus en plus humain au fur et à mesure de la série. C'est qu'en fait, pour venger en fait Tommy Lee, il va sacrifier en fait une fille, une brave fille, qui n'a rien demandé à personne, qui s'appelle Pamela Anderson. C'est-à-dire en fait Tommy Lee, et ça devient du coup une série aussi féministe dans la mesure où Tommy Lee, en fait, tout le monde lui dit putain t'as une grosse bite, tu l'as bien niqué, bravo, etc. Ouais. Alors qu'elle c'est une grosse salope. Alors qu'ils ont fait strictement la même chose en fait, ils ont fait l'amour sur un bateau tous les deux. Et celle qui va le payer, c'est elle qui va. C'est Pamela Anderson. Et au moment même où elle lance aussi Barboyer, qui est une merde d'ailleurs. Alors j'ai pas vu le porno, mais j'ai vu Barboyer. C'est formidable. C'est le remake de Casablanca. Bon c'est vrai, hein, c'est la même intrigue. Voilà. Véridique. Hein. Comme ça, tu vois en fait comment elle y croit, comment elle veut relancer sa carrière, comment aussi on la prend pour une conne aussi sur Alerta Malibu qui essaie de jouer un petit peu, d'être assez sincère, et comment on la rabaisse toujours finalement à ses fesses en fait. C'est ça. Et elle est pas dupe, elle le sait très bien et elle va le payer. Et ce qui est très beau aussi, c'est la relation en fait. Il y a plusieurs épisodes, il y a plusieurs chapitres. Comment en fait ils se rencontrent, Tommy Lee et Pamela Anderson. C'est vrai d'ailleurs, il l'a léché en fait il a léché la joue dans une boîte à Cancun. Il a Cancun. Oui. Moi je me rappelle l'extrait. Tu le passes ou pas? Non. Et bref, et ils tombent littéralement amoureux. Et en fait, c'est ça qui est beau. Enfin, ils sont vraiment sincères. Ils l'aiment vraiment aussi Tommy. Et c'est ça qui l'humanise progressivement. Ils vont attendre un bébé. Elle va perdre l'enfant à cause de tout ça par rapport au stress et compagnie. Et tu vois cette déchéance au point que le couple va elle va tomber enceinte, elle va avoir un enfant. Mais comment ce couple va finalement exploser sur cette histoire. Donc il y a tout ça en fait, ce rapport de classe on pourrait dire, ce rapport à une nouvelle technologie aussi, ce rapport entre les hommes et les femmes, enfin comment les femmes, voilà, en fait c'est l'agneau sacrifié en fait, Pamela Anderson quoi. Elle est vraiment très gentille, très pure, très, très innocente en fait dans le... Et puis ce rapport aussi, enfin... Il y a l'ancienne copine à Seth Rogen qui a vu la vidéo porno, qui trouve que c'est une révolution dans le milieu du porno, parce qu'en fait, c'est elle qui filme. Elle prend la caméra de Tommy Lee et c'est elle qui montre l'acte sexuel. Donc elle dit, on n'a jamais vu ça en fait. C'est une femme qui te montre en fait la sexualité vue par le prisme d'une femme, et vue par le prisme de l'amour, vraiment. En fait, elle dit, fais-moi des bébés. C'est ce qu'on voit dans les vidéos, hein, si on la voit. Donc finalement, c'est très touchant, c'est très pop, il y a plein de musique années 90. On baigne dans cette époque-là très scorsésienne aussi dans la forme. Question. Est-ce qu'ils ont, bien sûr sans montrer, parce que j'imagine que c'est une série ah oui, ils te mettent un panneau à chaque fois, attention, sexe, violence. Oui, j'imagine qu'on ne voit pas non plus. Il y a un truc. Mais est-ce qu'on voit la cassette ou est-ce qu'on ne la voit pas? On voit un petit peu les acteurs reproduire. Est-ce qu'ils reproduisent tu vois un petit peu en cachant, en ne montrant pas. Mais je veux dire, parce qu'il y a cette idée-là, tu sais, il y a déjà eu des trucs, des films sur des films qui existent déjà, où tu sais, il y a ce choix de mise en scène de dire je le montre ou je le montre pas. Boogie Nights, par exemple, de Paul Thomas Anderson sur la sexualité, attendait la fin de son film pour montrer la bite de... Oui. Mais même, tu sais, cette idée que, étant donné que tout le monde n'a pas vu cette tape, mais beaucoup de gens l'ont vu, donc tu sais, il pouvait y avoir cette idée de ne pas la montrer, sachant que dans l'inconscient collectif, en fait, tu n'as pas besoin de la voir puisque tu l'as déjà vu. Donc, bien sûr, beaucoup de gens l'ont déjà vu. C'était ça ma question. Tu ne vois pas tout ça, mais il y a un truc qui est une séquence qui est très marrante, je crois que c'est dans l'épisode 2, et là tu te dis, putain, c'est passé sur Disney, ils ont réussi à le mettre, où il y a Tommy Lee qui est en grande discussion avec sa queue, donc il est en train de bander, donc tu vois la queue en contre-plongée, en érection, elle parle, donc comme une marionnette, comme ça, et puis lui parle en fait en disant... Oh, c'est vraiment la femme de ma vie. Tu vas vraiment pas faire ça, putain, il y a plein de choses encore à baiser. Si, je te dis qu'elle est vraiment bien et tout. Mais non, mais je te dis que non. Tu dis, c'est genre 3-4 minutes. Hein.
et donc c'est très gênant. Donc c'est très, comme disent les jeunes, malaisant, tu vois. Mais en même temps, c'est très très drôle. C'est un truc que j'ai jamais vu, tu vois, en plus. C'est pas... Même chez la Pato ou les films comiques de Seth Rogen, j'avais jamais vu ça encore. Si, J'avais pas eu l'idée, moi, c'est sûr. Une bite qui parle comme ça. On n'y avait pas pensé. Si, il y a peut-être ça un peu dans Sausage Party, peut-être aussi de Seth Rogen, du coup, le dessin animé, mais c'est un dessin animé, quoi. Donc, bref, au final, c'est une grosse surprise, parce que c'est émouvant, c'est drôle, c'est fun, il y a plein d'idées, ça va jusqu'au bout, en plus, une mini-série, donc c'est vraiment clos à la fin. Il y a un vrai cheminement, en fait, de chaque personnage mental, c'est-à-dire que... Ils reviennent pas, la cassette vidéo ne revient pas à la vie pour une saison 2. Non, c'est un peu... Non, mais il pourrait, avec tout ce qui lui est arrivé, en plus, à cette pauvre... Avec un crossover avec Daredevil. Avec Adèle Rami, peut-être, oui. Non, mais vraiment, je vous conseille ça. Je trouve que c'est plutôt un bon cinéaste. Tu sais, il a ce côté-là, c'est des femmes fortes à chaque fois, que même Cruella, c'était ça. Enfin, un côté. Pas vu Cruella. C'est pas Personne mal. l'a vu. C'est une sorte de Joker en plus réussi. En féminin. Pas vu. Et moi, Tonya non plus. Quoi? Moi, Tonya. Pas vu. C'est entre Cohen et Scorsese, un peu. Des femmes fortes qui vont de l'avant. Mais côté très, ouais. Je crois que t'es la première personne que j'entends dire que c'était pas si mal Cruella. Mais comme quoi, je suis honnête. C'est ça ma grande force. Si c'est de la merde, je le dis, si je le pense vraiment. Cruella, c'est plutôt moyen. Mais c'est regardable et c'est plus regardable que Joker, j'assume. Pas vu. T'as pas vu Joker non plus? Non, Après, j'en ai Joker, vu. Joker, c'est. J'en ai vu. Bref, tu préfères le goût. Et qu'est-ce que tu as vu, toi, encore de plus pour cette émission de... Et sinon, tu as vu quoi? Ouais. Un petit dernier, ou deux, vite fait. On il est encore tôt, là. Si, je peux vous parler. Je peux vous parler de quoi? Si, je peux vous parler rapidement d'un film que tu as vu. Je peux parler rapidement de Kingsman First Mission. Ouais. Le troisième du nom. Troisième du nom, mais qui est un préquel. Qui raconte, Kingsman 0. Ouais, qui raconte comment l'agence Kingsman s'est créée. Avec. T'as vu, j'avais dit que j'aurais les noms de personnes dans aucune émission. Donc c'est quoi, Ralph Fiennes? Ah là, Ralph Fiennes. Ralph Fiennes. Voldemort. Voilà, Marine Le Pen. Qui joue Le Pen, tout à fait. Qui joue donc un père de famille aristo, qui a été blessé à une jambe. Pacifiste, qui veut pas que son fils participe à la Première Guerre mondiale, et qui du coup va monter un peu les Kingsmen, enfin les prémices des Kingsmen, pour empêcher finalement cette Première Guerre mondiale d'exploser. Et qui arrive quand même. Tout ça relu en version pulp, version what the fuck par Matthew Vaughn. C'est bourré d'idées comme tous les films de Matthew Vaughn. J'aime beaucoup Matthew Vaughn. C'est malheureusement bourré de mauvaises idées globalement. Je suis pas d'accord. Globalement, mais tu vas pouvoir dire. J'ai trouvé ça con au possible. J'ai trouvé qu'il y avait un énorme problème de ton. Par exemple, il y a toute une scène dans les tranchées, plus ou moins réaliste, mais en même temps ultra maniériste dans sa manière dont c'est fait. Pas du tout comique, alors finalement tout le reste du film est quand même très très sur le... C'est un peu le problème du film pour moi, c'est qu'il a un peu le cul entre deux chaises. Il sait pas trop s'il doit être drôle ou sérieux. C'est ça, et le film est perdu tout le long, du coup ça pète tous les effets, tu sais pas. Par contre, Matthew Vaughn a beaucoup d'idées, donc il y a des bonnes idées de mise en scène, il y en a des mauvaises, mais il y en a des bonnes. Et en particulier... C'est toujours généreux au moins. Voilà, en particulier dans les scènes d'action qui ont été chorégraphiées et on sait que c'est chorégraphié, c'est aussi plus ou moins à l'heure actuelle, les chorégraphes des scènes d'action en fait font des pré-shots, font des tests de comment c'est cadré, c'est souvent réutilisé par Brad Allan. C'est son dernier film du coup? Je sais pas, je sais pas exactement. Décédé il y a très peu de temps, très jeune, qui était un cascadeur avec Jackie Chan, acteur. Qui a travaillé avec Edgar Wright. Qui a travaillé avec Edgar Wright, qui a travaillé sur Hellboy 2, oui, par exemple. Et un jour, je prendrai le temps de vous parler des formidables scènes d'action d'Hellboy 2. Voilà, et qui fait des chorégraphies qui sont formidables, qui sont très souvent très bien mise en scène par Matthew Vaughn. Je pense en particulier à la scène de combat contre Rasputin. D'ailleurs, c'est clairement dit que c'est une chorégraphie, c'est-à-dire en fait c'est une mise en abîme de la séquence d'action en fait. Oui, c'est un ballet. A en même temps un ballet, d'ailleurs la musique est lourdement... c'est Tchaïkovski. Hein. Voilà. Ça aurait été mieux, je te coupe, d'avoir mis Bonnet M, comme dans la bande-annonce. Non mais ça marche même que ça marche encore mieux dans la bande-annonce.
Ils ont mis Bonnet, ils ont mis Rasputin. Et mais c'est aussi ça un des problèmes du film, c'est que Rasputin meurt au bout de 45 minutes. Alors que pour moi, c'est l'un des meilleurs méchants. Je suis d'accord, c'est l'un des meilleurs méchants que j'ai vu depuis très longtemps dans un film. Je vous spoil le film, de toute façon, quand vous voyez le personnage, vous savez très bien que c'est lui le méchant. C'est Rasputin, de toute façon. Non, mais pas Rasputin, le méchant, la fin là. Ah oui, tout le monde sait que c'est Matthew Booth, tu le vois au début, tu sais qu'il fait semblant de servir à rien. En gros, c'est Blofeld. Mais que tu le connais un peu, donc tu sais que ça sera le méchant à la fin. Voilà, c'est un peu dommage parce que. Mais bon, il y a la séquence de Rasputin qui est géniale, le personnage est génial. Moi, la séquence des tranchées, je l'ai trouvé vraiment bien. Je l'ai trouvé bien. Dans un autre film j'aurais trouvé un film qui parle que de ça pendant tout du long, c'est 1917 de Sam Mendes, j'ai trouvé ça à chier. Je trouve qu'il a réussi mieux en 10 minutes que 2 heures de Mendes en plan séquence. Je la trouve vraiment impressionnante, la séquence. Et puis elle est vraiment. Enfin, il y a des et puis il y a un truc. Oui, et puis il y a un truc aussi émotionnel. En fait, je trouve que en fait, Kingsman 2 pour moi ronronnait pas mal. Il était raté par rapport à. Je suis d'accord avec toi, peut-être pas aussi dur que toi, mais il est beaucoup moins bien, ça c'est sûr. Et le 3, moi je l'attendais vraiment pas, et j'étais assez surpris, il y a du ton qui est beaucoup plus sérieux, je pense qu'il fallait un peu casser son jouet quelque part, et je pense qu'il se sent enfermé dans cette franchise aussi à force, Matthew Vaughn, que j'aime beaucoup, par ailleurs, il y a plein d'idées à chaque fois, c'est généreux, mais il y a quand même des renvois au premier assez malins, en miroir. Le premier, c'est quand même un père qui perd son fils, et là, c'est un fils qui perd son père. Vous m'avez compris. Enfin, dans le premier, voilà. Et ce côté émotionnel a vraiment bien marché sur moi. Ralph Fiennes en James Bond, et non pas en M, quelque part, ça marche pour moi. Enfin, il est vraiment très crédible. Je trouve que c'est un peu Jimmy, tu sais, son garde du corps, assistant, machin. Jim Nusun. J'arrive jamais à dire son nom. Mais j'aime beaucoup cette idée aussi des femmes et des petites gens aussi. Ouais, mais justement, je trouve ça un peu caricatural. Je trouve que c'est un peu. Moi, je trouve pas, au contraire. Non, et puis même aussi, j'ai bien aimé ce côté, le spectre. C'est ça l'alliance moi, ça me fait plaisir. Moi, je suis un fou de James Bond. Ouais, mais tu sais, ça a fait un peu. Mais c'est fun. On a tout mis dans la marmite. Samy, oui, il y a plein d'ingrédients disparates. Tu vois le Christmas pudding, tu sais, le Christmas pudding, t'as de la confiture. Je mange pas anglais. Mais tout le monde, même les anglais, t'as de la confiture, t'as des rognons, tu sais, il y a tout. Ils ont mis tout ce qu'ils avaient. C'est pareil. C'est un Christmas pudding, tu vois, t'as de la viande avec voilà. Après, ça macère pendant 15 jours et t'as un Christmas pudding. Non, après, tout n'est pas réussi. Mais il y a des séquences formidables. Et on s'en souvient. Moi, la séquence de l'avion à la fin, je m'en souviens. Ah ouais. Oh, si, elle est quand même bien shootée. Attends, par rapport à ce qu'on se tape à l'heure actuelle, elle est quand même pas mal shootée. Je dis pas que c'est l'étendard du film d'action, on va dire, à la George Miller ou à la Spielberg. Mais. Mais en termes de scène d'action. C'est un blockbuster généreux. En termes de scène d'action, c'est un cran au-dessus de la misère hollywoodienne actuelle. Et puis, c'est le vrai film du samedi soir. Pour moi, c'est ça, un blockbuster. C'est un film fun, rigolo. Peut-être qu'on l'oublie, mais au moins, il est bien fait, il est bien shooté, il ne prend pas pour un con. Il y a des effets spéciaux. Je peux trouver que sur certains moments, c'était pas loin de Las des As quand même. J'aime bien Las des As. Ouais, mais voilà. Mais c'est vrai. Oui, mais t'as pas envie de le voir fait en 2020. Enfin, il a été fait en 2017 parce qu'avec le Covid, il a 15 ans. Il est un peu dur. On s'arrête là-dessus. Non, mais un petit truc en plus. J'ai juste vu en vraiment une minute. Winchester 73. Anthony Mann. Ah oui, ok. Avec James Stewart. Il y a Rock Hudson dans un petit rôle. Il y a Tony Curtis en figurant aussi. Un film donc de Anthony Mann sur une sorte de malédiction en fait d'un concours où James Stewart remporte une Winchester 73, un fusil extrêmement précis, fait exprès pour le concours, une arme en fait magnifique et légendaire que très peu de gens ont. Et il y a une rivalité avec un cow-boy, en fait, tu comprends, il est venu le chercher, et il lui vole, en fait, il gagne le concours de tir, en fait, James Stewart, et il lui vole cette arme, et cette arme devient une sorte de malédiction, en fait, quiconque la touche décède, et elle passe de main en main. On retrouve un peu cette idée aussi dans le Cheval de guerre, je trouve un peu de Steven Spielberg, qui était très fordien aussi. Que j'adore, personnellement. Que personne ne cite, James. Ouais, pour moi, il y a eu des moins bons Spielberg à une période, il est un peu au milieu de la période où il y a des trucs. Voilà, et celui-là est bien bon. Donc il y a ce rapport extrêmement
mystique où on tient à cette arme en fait et surtout cette rivalité entre ces deux hommes. En fait, je vais vous faire un spoil. En fait, c'est son frère en fait. Il voulait traquer son frère lui vole cette arme et tu comprends en fait que ce frère-là qui est un hors-la-loi en fait assez mythique a tué leur père en fait devant ses yeux. Donc il y a cette forme un C'est peu. qui joue le frère? Je me rappelle plus. Je me rappelle plus. J'ai pas envie de chercher. Ouais, cherchez pas. Parce qu'on voit vite en plus. Là. On l'éclaire. Donc du coup, il y a ce côté-là, et ce côté en plus, on voit des différentes communautés. Donc c'est-à-dire, on voit les hors-la-loi, on voit les Indiens, on voit la cavalerie, on voit enfin tout ce qui fait l'Amérique en fait quelque part. Et ce côté, ce peuple en fait qui baigne dans la violence en fait. Enfin, c'est vraiment ça, hein, c'est cette malédiction-là qui est portée par le film. Alors j'ai vu des analyses qui disent que bon, c'est une rivalité finalement entre deux frères pour porter le phallus. En gros, pour savoir qui c'est qui va diriger en gros la famille. C'est ce que je voulais dire. Voilà. Il l'a dit pour moi, c'est chiant. Moi je suis terre à terre, je suis bête et méchant. C'est un film classique, bien fait, un vrai western. Il peut y avoir des choses plus poétiques que ça, quoi, chaque fois. Je suis d'accord. C'est caricaturé. C'est toujours la politique ou bien la psychanalyse. Non, mais c'est caricaturé Freud, déjà que c'était pas forcément le plus fin. Mais tout est sexe. Alors que pour Marx, tout est argent. Ouais. Et pour moi, tout est bouffe. Donc je crois que vous pouvez encore le voir sur OCS. C'est comme ça que je l'ai vu dans une belle copie. Des très beaux noirs et blancs, des cadres magnifiques et très modernes, j'ai trouvé. Très modernes. Tu sais, avec des vrais rapports de force dans les amorces, dans ce type de choses. Et c'est vrai qu'Anthony Mann est un cinéaste finalement peu connu et mis en avant par rapport à des grands cinéastes du western comme, je sais pas, Hawks ou Ford. Et qui est quelque part à redécouvrir, comme Shane par exemple. Enfin, il y a beaucoup de choses. Donc, si vous pouvez le voir, allez-y, c'est du bon produit. Voilà, un peu comme Barbec, c'est de la bonne viande. C'est de la bonne viande. Voilà. Comme Fabien Roussel. Ouais, il en parle beaucoup de la viande. Il a un problème avec la viande. Ouais, je sais pas. Ce sera notre avis politique, il a un gros problème avec la viande. Et d'ailleurs, on est le 1er avril, et je ne sais pas si c'est une blague, mais aujourd'hui, bon, l'entendra plus tard cette émission, aujourd'hui Fabien Roussel a dit qu'il fallait quand même, qu'il y avait un problème dans cette présidentielle, c'est que nous n'avons pas assez parlé de cancer. Alors que le mec, ça fait 2 mois qu'il parle de bouffer de la viande matin, midi et soir. Après, on enregistre le 1er avril, on ne sait pas quand est-ce que cette émission sera diffusée, mais ça se trouve... mais 2028. Ça se trouve, Fabien Roussel sera président de la République. Exactement, je ne sais pas. On sera mis en prison pour cette vidéo. Tout peut arriver. Allez Fabien. Au goulag. Bref, on a fait un peu le tour pour cette émission. La 3e du nom, on va continuer un petit peu à proposer des choses diverses et variées, mais vous pouvez nous retrouver, encore une fois, dans nos anciennes émissions, nos anciennes un peu bêtises qu'on a pu faire et traiter dans divers sujets. Vous pouvez trouver, je sais pas, qu'est-ce qu'on a pu faire. Plein. Guillermo del Toro, Bonjour, Robert Rue, Lionel Jospin, Georges Marchais, on les a tous fait. Jacques Chirac, on l'a fait par contre. Ouais, Jacques Chirac, on l'a vraiment fait. Donc vous pouvez retrouver tout ça, et puis on se retrouve du coup très vite pour une nouvelle émission de Super Grave et de ces films que l'on a vus à la maison ou évidemment au cinéma. Allez-y.